Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Radio J pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu cette semaine, le Paris Saint-Germain d'abord, vainqueur sans briller de Toulouse ce week-end et qui retrouvera une autre équipe française en Coupe d'Europe. Match retour mercredi de barrage de Ligue des Champions contre Brest. Un match comme une formalité, ce sera le premier débat de la soirée. On s'intéressera également à la très belle performance de l'OM ce week-end face à Saint-Etienne avec un doublé de Gouiri, du match à distance de Brice Samba et de Lucas Chevalier, deux gardiens qui talonnent Mike Maignan en équipe de France, et puis on terminera avec les droits télé. Voilà pour le programme, c'est l'heure de vous présenter le casting du soir. C'est le Kiki Moussampa des quiz, notre champion attitré. On verra s'il le restera ce soir. Bonsoir Alexis Mizan. Bonsoir à tous. Alexis, t'as ton joueur pépite du week-end. Non, j'ai envie de mettre en avant Ben Taleb. Je trouve que c'est exceptionnel. Très belle histoire. Ce but, 3 buts en rentrant. Et puis sur l'action, on voit bien qu'il sent le jeu. Il avance vers le but. Je sais pas si vous avez le ralenti en tête, mais il est vraiment proactif sur l'action. Et il dit d'ailleurs en interview après, j'ai visualisé le but. Je trouve ça extraordinaire comme histoire. Et donc bravo à lui. Et puis bravo à Lille parce qu'ils ont, après une période plus dure, ils ont gagné à Rennes. C'est pas évident. Qui gagne 2 matchs d'affilée. Donc c'est pas négligeable. Il s'installe progressivement comme un titulaire de Classico. Bonsoir Mickaël Marciano. Salut Steve. Mickaël, bienvenue. Je rappelle que tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et que tu animes l'émission Panenka. La plus belle image du week-end ? Pour moi, j'ai envie de te dire Marine au Stade Bollaert. Non, cette roulette de Kolo Muani dans la surface de réparation d'une des meilleures défenses d'Europe. Comment dire que la transformation entre ce qu'on avait il y a un mois, la version du joueur, et ce qu'on a depuis début janvier, c'est totalement fou. Je voulais qu'on en dise un mot tout à l'heure, mais expliquez-nous ce qui se passe avec Kolo Muani. En fait, il n'y a pas de mauvais joueurs, seulement des mauvais contextes, et on le voit avec Dembélé, on le voit avec Kolo Muani, et on le voit avec Anthony, je sais pas aussi, voilà, qui a été 3 fois homme du match en 3 matchs avec le Betis Séville. Donc voilà, comme quoi, c'est un peu, j'ai fait une vidéo aussi tout à l'heure là-dessus, c'est un peu les 3 surprises de ce début d'année 2025. Vous imaginez Kolo Muani de nouveau à ce niveau, comme un peu à son niveau allemand, il y a donc 2-3 ans. Ça n'a jamais été un mauvais joueur, Randal Kolo Muani, et on le sait. Et on le sait bien. De Serie A. Oui, bien sûr, mais il le mérite. Il est très très bien mis en place par Thiago Motta, et très peu le disent, mais il l'a. Maintenant on peut le dire. Moi j'étais en train de me dire non, peut-être pas, peut-être qu'il est blessé. Il a mis Dusan Vlahovic sur le banc, et Dusan Vlahovic qui a une cote énorme dans toute l'Europe, c'est quand même pour l'instant incroyable, alors que tu viens d'une année et demie au PSG où t'as quasiment pas trop joué, et en tout cas t'as pas marqué les esprits. Ça valide aussi la confiance que lui accordait et que continue de lui accorder Didier Deschamps en équipe de France. Bien sûr, parce que c'est un super joueur, et parce que malgré tout, à ce poste-là, en équipe de France aujourd'hui, il n'y a pas non plus pléthore de solutions. Mbappé joue en 9 au Real Madrid, donc pourquoi pas l'essayer en 9, mais on sait qu'il est plus à l'aise sur un côté. Sinon, il y a Marcus Thuram. Mais voilà quoi, Marcus Thuram, Kolo Muani. Donc, Alexis voilà. Thuram, il a de la chance en équipe de France. Non, mais Kolo Muani, il montre un autre niveau en Italie. Effectivement, il reprend la présence. Après, Vlahovic, pour moi, il a été décevant à la Juve. Oui, il est un peu sur la pente descendante, bien sûr. Il n'a pas confirmé ce qu'il faisait à la Fiorentina à la Juve, donc c'est pas tellement lui que. Il s'inscrit un peu moins dans la logique de Thiago Motta, mais Vlahovic. C'est plus que Muani, je l'attendais pas à ce niveau-là, malgré tout. Quoi qu'on dise, pour moi, et je restais beaucoup sur cette position, c'est-à-dire que c'était le joueur de Francfort qui était pris pour 0. Et qui part pour 90, c'était pas, pour moi ça valait pas ça. Il était pas nul, mais il valait pas ça. Et pour moi, on m'aurait dit qu'il aurait réussi autour de la Juve, j'aurais pas pensé. Donc franchement, bravo à lui. Et effectivement, ça montre qu'il y a que des bons contextes ou pas. Je suis assez d'accord avec cette analyse de Notre invité ce soir nous vient de Marseille. Il est créateur également de contenu sur les réseaux sociaux. Bonsoir Sacha Nabé. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Et bienvenue à la fois à Paris et dans Classico. À part l'OM dont on va parler dans quelques instants, une question, Sacha, quel est ton joueur préféré du Paris Saint-Germain cette année ? Bonne question, Steve. Mon joueur préféré, j'aime beaucoup. Il y en a que tu aimerais bien voir un jour à l'OM, par exemple. Joao Neves. Joao Neves qui est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, peut-être même l'un des meilleurs en Europe. On en parlait tout à l'heure avec Mika en off. L'OM a un très très gros milieu de terrain avec Højbjerg, Rabiot, Bennacer, Rongier. Mais Paris reste quand même au-dessus avec Vitinha, Neves et Zaïre Emery. Mais Neves, c'est la classe. J'ai eu la chance de le voir l'année dernière, Stadio da Luz, Benfica OM. C'était le seul joueur qui m'avait impressionné. Benfica n'avait pas fait une grosse prestation. Neves, avec du haut de ses 18 ans, avec son maillot rentré dans le short comme les anciens joueurs, il nous avait impressionné et il est en train de reproduire ça au Paris Saint-Germain. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Classico, saison 5, épisode 133.
C'est Benjamin à la réalisation une nouvelle fois ce soir, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Pas mal de cadres parisiens étaient au repos ce week-end face à Toulouse, notamment Ousmane Dembélé. Petite victoire des Parisiens, 1-0, premier tour de table sur les enseignements de cette soirée, pas forcément inoubliable, mais qui a rapporté 3 points. Finalement, c'est ce qu'on dit, c'est que ce genre de matchs qui sont souvent entre 2 matchs aller-retour de Ligue des Champions sont très très importants à gérer. Et finalement, Paris l'a géré. Moi, j'ai entendu quand même des choses qui m'ont un peu agacé sur les réseaux de la part de pas mal de journalistes qui critiquaient un peu l'engagement, on va dire le repli défensif de certains joueurs, etc. Bon, j'ai envie de dire, personne n'a envie de se blesser sans manquer de respect à Toulouse, mais dans un match comme ça, avant de grosses échéances qui risquent d'arriver en Coupe d'Europe, alors qui arrive souvent avant un match important de Ligue des Champions. Même et si surtout au Paris Saint-Germain. On a quand même eu Neymar pendant 7 ans dans cette équipe et en général, dans ce genre de moment, c'était compliqué. Donc c'est très important vraiment aussi pour les joueurs, à un moment donné, de se contrôler un petit peu également. Et c'est normal, on va pas leur reprocher ça. Surtout en plus avant un match contre Brest. Et ça veut dire au contraire que Luis Enrique mette des joueurs sur le banc, que certains s'économisent un petit peu aussi dans le match, que finalement ce match retour contre Brest, malgré l'énorme avance du match aller, est pris très au sérieux. En même temps, quand on connaît le contexte parisien, c'est aussi un peu normal de prendre des matchs au sérieux, même quand tu as 3 buts d'avance et même quand l'opposition est un peu plus faible. Mais pour moi, c'est normal. Le match a été maîtrisé. Fabien Ruiz a réussi à faire la différence. Et lui aussi, il est intéressant parce que quand on parle du milieu du PSG, on parle pas assez de Fabien Ruiz, mais qui quand même depuis son Euro où il a été stratosphérique l'année dernière, monte un peu plus en gamme aussi dans ce Paris Saint-Germain-là. Donc performance pour moi, oui, logique, mais le plus important, c'était surtout la victoire et de maintenir les 10 points d'avance sur l'OM. Sacha Nabé et Alexis sur la victoire du Paris Saint-Germain, assez logique. Oui, c'est assez logique, mais comme l'a dit Mika, c'est un match entre 2 matchs de Ligue des Champions qui sont assez importants. Paris, c'est déjà qui va finir champion dans la logique des choses, 10 points d'avance sur l'OM. Même toi, tu n'y crois plus? Non, j'y crois plus du tout. Et à Marseille, c'est pareil, personne pense qu'il peut... faut se rendre à l'évidence. Quelques semaines, quelques mois avant, peut-être qu'on aurait eu un peu plus d'espoir à Marseille, mais là, 10 points d'avance. Un classico dans à peu près un mois, je crois. Classico le 16 mars, mais à Paris. Donc ce sera aussi. L'OM est meilleur à l'extérieur, mais bon, ça reste quand même le Parc des Princes. Non, à Marseille, on n'y croit plus du tout. Il y a eu beaucoup de contre-performances, surtout contre des petites équipes sans manquer de respect. Donc, à domicile, contre Auxerre, contre Strasbourg, contre Reims, contre Angers. Il y en a eu énormément. On n'y croit plus à Marseille, mais pour revenir à Paris, Paris, c'est déjà qui va finir champion. Paris, c'est déjà qui va se qualifier contre Brest parce que tu parles de 3 buts d'avance, mais bon, avec tout le respect que j'ai pour Brest, c'est pas Barcelone en face. Non, on est d'accord, mais bon. Même si j'espère beaucoup que Brest passe parce que j'ai un ami qui joue là-bas, Hugo Magnetti, et il y a 2 Marseillais avec Camara Magnetti, ça me ferait plaisir et ce serait aussi historique. C'est déjà historique la qualification en Ligue des Champions pour Brest. Ce serait historique de les voir éliminer le Paris Saint-Germain et passer en 8e. Mais non, je pense que, comme l'a dit Mika, c'était un match. Entre deux, il ne fallait pas forcément... Et donc, à part ces 3 points, est-ce qu'il y avait des enseignements, quelque chose de positif à tirer sur le plan individuel, Alexis? En fait, surtout, moi, je veux dire, c'est la victoire. C'est-à-dire qu'avant, ce genre de match, Paris ne les gagnait pas forcément. Vous pouvez perdre ou faire nul. Et là, ça gagne, peu importe qui met, en fait. Je crois que Paris est invaincu à l'extérieur depuis 2023 en Ligue 1, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est là où on voit que le groupe vit bien, comme on dit parfois. C'est que ça gagne, même peu importe qui met. Et donc on voit, c'est aussi là où on voit un peu toute l'expertise et tout le travail qu'a mis en place Luis Enrique qui fonctionne maintenant. On disait souvent, d'ailleurs c'est intéressant parce que souvent on disait que le PSG était prêt en septembre et qu'il y avait la crise de novembre et derrière trop tard en mars. Et là la préparation de Luis Enrique... Le plan de vol pour l'instant est assez réussi. La préparation de Luis Enrique quelque part, c'est un peu tâtonné en début de saison, le temps de trouver ses marques, mais là il semble vraiment en conditions optimales, quoi. Et ce qui est surtout très important, Steve, parce que quand tu nous parles vraiment d'enseignement à tirer, pour moi c'est surtout le turnover et un turnover qui fonctionne et qui est intéressant. On a vu Fabien Ruiz sortir et parler de Mayulu en disant que c'était un super joueur, qu'il avait d'énormes qualités, qu'il pourrait énormément apporter. On va citer à son propos Luis Enrique, il a été sensationnel, notamment dans son attitude défensive. Voilà, il a adoré le garçon et en fait c'est ça aussi pour moi la particularité de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est qu'on a
un groupe où on a finalement 17, 18 joueurs qui peuvent petit à petit postuler au poste de titulaire. Ça tourne énormément dans cette équipe. On voit un gros turnover, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a un des 4 joueurs, des 5 joueurs, si on cite Doué, Ramos, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, t'en as 2 sur 5 qui vont sur le banc, mais qui peuvent finalement tous être titulaires quand tu vois le niveau des joueurs dernièrement. Donc ça, c'est intéressant et c'est très bien qu'ils les mettent dans un match comme ça aussi, parce que finalement, imaginons que, je pose la question à Sacha, mais imaginons que le PSG perdait là. Marseille revient à 7 points avec un Classico, là peut-être qu'on y croit un peu plus, donc c'est pas non plus... alors non, mais je suis d'accord que c'est léger, mais... Qui sait, même à Marseille, on n'y croit pas. Oui, non, mais ça, ouais, t'as fait 3 émissions dessus, donc je sais bien, on en a parlé sur le titre, on sait que c'est un peu compliqué. Mais malgré tout, voilà, 7 points, c'est pas non plus énorme. Donc, il faut, prendre à chaque fois ces matchs-là. Et il le fait avec un turnover, avec des joueurs qui tournent. Donc, tout le monde est concerné. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas sur le PSG d'avant. Donc, c'est très important d'avoir une équipe concernée comme ça pour jouer sur tous les tableaux qui restent côté parisien. On va écouter l'entraîneur parisien Luis Enrique au micro de nos confrères de DAZN. Mais je crois que l'équipe était très bien, elle était compétitive. L'état du terrain a gêné les 2 équipes, mais apparemment il était bien, mais c'est vrai qu'il y avait des difficultés avec des rebonds sur le ballon. Mais je répète, je crois qu'on a vraiment fait un très bon match. Nous, on aime bien se projeter. Un match très complet. Vous démarrez 2025 de bonne manière. Est-ce que vous avez comme objectif de rester invaincu jusqu'à la fin de saison ? Non, c'est pas un objectif pour moi. L'objectif, c'est de gagner le championnat. En ce moment, on a ça en tête. Si on peut y arriver, c'est parfait. Mais l'objectif, c'est de gagner. Alexis, c'était la 17e victoire de la saison du Paris Saint-Germain. Est-ce que cette régularité en championnat, y compris contre les équipes petites équipes ou moyennes équipes, est décisive quand reviennent les grandes soirées d'Europe ? Je pense que justement, c'est important d'impliquer tout le monde, que tout le monde soit prêt physiquement, on le voit bien, et surtout maintenant qu'il y a 5 changements par match, ça change sur le banc que les victoires peuvent se créer parfois. Et donc, quand les joueurs se sentent impliqués dans le projet, là, pardon, on n'en parle pas là, mais un truc que j'ai trouvé extraordinaire dans le match de Toulouse, c'est qu'il convoque pas Donnarumma. Alors on peut se dire il le met au repos, mais en fait pourquoi il le fait ? C'est pas parce qu'il veut pas que Donnarumma est sur le banc, c'est parce qu'il veut pas que Safonov, s'il fait le moindre action, il y a une caméra sur Donnarumma comme il est au Bayern. Et du coup ça le met en danger, et là Safonov il fait son match tranquille, il n'a pas la pression d'avoir la caméra sur Donnarumma, il sait que ça va pas être le cas, il sait qu'il est dans une bonne condition. C'est pas un message envoyé à Donnarumma ? Non, pour moi c'est clairement pour plutôt un encouragement à Safonov. Je pense que malheureusement le match contre le Bayern a plié l'affaire entre Donnarumma et Safonov, donc ça sera Donnarumma, et je pense justement qu'il veut aussi que l'autre soit pas si Donnarumma, et par contre il veut que l'autre reste impliqué, et donc... Vous êtes sûr que Donnarumma sera dans le 11 mercredi ? Je pense. Certains, je pense qu'il y a pas match entre les deux, malheureusement ou pas, mais moi je suis parti de la vieille école. Je pense que le gardien doit être dans de bonnes conditions. Donc il faut pas qu'il sente non plus que quoi qu'il arrive, qu'il fasse rien, mais il doit quand même être dans de bonnes conditions. La moindre boulette, il peut se retrouver sur le banc. Je pense que pour un gardien, c'est très compliqué, surtout quand on voit un match de foot. Je veux dire, des vrais matchs de foot, les gardiens, ils sont 2-3 actions par match où ils interviennent vraiment. Sauf sur des matchs pas équilibrés. Donc quand tu sais qu'il y a la moindre action, tu peux sortir. Je pense que c'est très compliqué. Sacha, notamment sur le gardien, sur Safonov, est-ce que sa prestation t'a plutôt convaincu samedi ? Alors, c'est pas le numéro 1 bis comme on l'espérait peut-être dans les rangs du Paris Saint-Germain au moment de son arrivée, mais il a été plutôt rassurant. Clean sheet, donc rassurant. Après, c'est pas non plus la plus grosse équipe en face avec les plus gros attaquants devant, mais avant un match de Ligue des Champions, ça peut aussi laisser à Luis Enrique faire le choix à la fin. Mais je pense que dans tous les cas, ce sera Donnarumma. Et pour revenir sur la gestion des gardiens, il y a toujours eu un problème, moi, je trouve, au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'était Navas qui devait rester devant. Ah oui. Il y a toujours eu ce problème-là. Donc, Navas, ça se débattra, mais voilà. C'est beaucoup débattu déjà. Ouais, bien sûr. C'était peut-être l'un des meilleurs gardiens à l'époque. Et que Donnarumma prenne sa place après l'Euro, c'était logique parce que il avait fait un très grand Euro. Mais pour revenir sur cette gestion-là, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas pris Donnarumma pour les raisons que vous avez évoquées. Et on verra qui choisira pour la Ligue des Champions. C'est juste illustratif, si vous voulez, de la gestion de Luis Enrique pour moi dans le vestiaire. Il sait quand il faut mettre Dembélé quand il le sort de l'Égypte contre Arsenal. Enfin, il en parle avant, c'est pas ça que j'en parle maintenant. Je trouve qu'il adapte bien sa gestion des hommes par rapport au caractère de ses joueurs.
Après, il y a eu aussi sur les gardiens. Il y a eu une beaucoup trop grosse pression qu'on a mis sur Safonov pour moi parce que. À quel moment au moment du Bayern Non, alors déjà oui, mais parce qu'au moment déjà où on l'achète et surtout sur le début de saison parce que Donnarumma commence à faire encore quelques boulettes. Et il a, je crois, lui-même quelques déclarations assez offensives. Bien sûr, mais quand on achète Safonov, personne n'est dupe ici. Safonov vient pas pour être numéro 1. Surtout qu'il n'a pas forcément le bagage. Il jouait en D1 russe. Bon voilà. Après, c'est les 20 millions qu'ils mettent qui posent question. Voilà, ça pose question, mais c'est un très jeune gardien. Donc à la limite, on se dit pourquoi pas un pari d'avenir, il n'y a pas de souci, mais personne ne se dit Safonov va venir pour déloger Donnarumma. Par contre, après, on a cette pression-là parce que Donnarumma se remet à faire ses bourdes, qu'on se dit peut-être que ça va s'arranger cette saison, mais que finalement, on voit que les points faibles du gardien italien sont toujours les mêmes. Et au final, on décide de mettre Safonov, mais ce qui pour moi est tout sauf un cadeau, dans un match à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich. Alors évidemment, il prend un but où à un moment donné, on peut dire fautif, pas fautif. Il sort quand même 2 beaux arrêts dans le match, mais après, on va lui tomber dessus. Safonov a pas le niveau et Donnarumma a pas le niveau. Ça, après, c'est le jeu des journalistes, mais que moi, je ne tolère absolument pas parce qu'on met beaucoup trop de pression aux joueurs. Safonov, il est à sa place, il doit continuer de progresser doucement. Je trouve que Luis Enrique fait du très bon travail avec lui, voilà, de le mettre dans ce genre de match, de faire tourner un peu les gardiens pour lui donner de la confiance. Pourquoi pas le mettre aussi en Coupe de France pour la fin de la saison et après voir comment ça se passe. Mais Donnarumma, pour l'instant, c'est pas un numéro 1 bis. Pour l'instant, il est numéro 2, mais aussi pareil, quand t'achètes Safonov, quel message t'envoie à Tenias qui était numéro 2 l'année dernière. Donc voilà, ça c'est encore des choses où c'est un peu mal géré, quoi, je trouve. Et qui n'avait pas démérité d'ailleurs. Pas du tout même. Après, tu vois, le match en Toulouse, Restes qui fait un super début de match, il se blesse sur une action un peu anodine. Le remplaçant, faut être prêt, quoi. Ah bah bien sûr. Et donc Safonov, plus il joue, plus il sera prêt. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. Toulouse peut pas se permettre de faire tourner son gardien titulaire, mais au PSG, c'est bien de faire comme il le fait. Je l'ai pas trouvé dégueulasse, moi, contre le Bayern, mis à part ça. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est que les gens lui ont vraiment tapé dessus injustement par exemple. Sur le but, quoi. Sur le but, il a pas été décisif. Le problème, c'est que tu le fais venir parce que tu dis que Donnarumma, il sait pas faire des sorties, il se prend un but sur une sortie. Oui, voilà. C'est ça qui crée la. C'est plus ça qui crée le sujet. C'est pas tellement sa performance, c'est juste que sur les points faibles de Donnarumma, il a pas montré qu'il était meilleur. Après, quand tu commences sur un match contre le Bayern, c'est pas facile non plus aussi de. Voilà, tu peux faire une erreur. Mais tu peux aussi te révéler. Tu peux aussi te révéler dans ces grands matchs. Pour moi, c'est ça. C'est un peu un match test. Te réveiller, pour moi, c'est quand t'as déjà eu l'occasion de te réveiller avant. Là, il a pas eu l'occasion. Il vient de se lever, on le met à l'Allianz Arena devant 80 000 personnes avec toute la pression que ça a. C'est comme Mbappé avec Monaco contre City, il le met titulaire. Non, c'est Germain. Oui, mais il jouait des matchs avant. Mbappé, il avait le statut quand même. Pas ce moment-là. Il jouait des matchs avant. Il met un doublé. Il commençait à mettre les buts en Ligue 1. Mbappé est beaucoup plus jeune, par exemple. Il met son doublé en Gambardella, il est déjà annoncé comme l'un des plus grands. Il y a déjà le Paris Saint-Germain sur lui. Safonov, il est inconnu au bataillon dès qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Il a eu le Coupe d'Europe avec Krasnodar. Oui, mais bon, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Il n'avait pas le statut. Il a joué. Au niveau des attaquants, l'absence de Dembélé s'est fait plutôt criante. Comment vous avez trouvé les attaquants, Lidoué, Gvara, Barcola qui étaient titulaires, qui n'ont pas été formidable, c'est Ruiz qui a marqué par ailleurs. Moi j'ai trouvé Barcola intéressant, il rate devant le but, mais enfin on le trouve en première mi-temps, on le trouve quand même beaucoup. C'est de son côté, il vient le danger. Mais c'est pas un match qui aurait dû être plié avec 3-4 buts d'écart. On peut pas attendre du PSG. C'est pas non plus facile à Toulouse. Il y a pas grand monde déjà qui met 3-4 buts à Toulouse au stadium là-bas. Il y a eu une vingtaine de frappes quand même. Ouais, moi je trouve que Gvara, il a besoin, c'est aussi intéressant pour Kvaratskhelia de pouvoir, de différentes positions, à son poste, il était beaucoup avant-centre. De comprendre le jeu d'équipe, en fait, c'est plus que sa place, c'est plus comprendre le jeu d'équipe, parce que même avec Conte, c'est pas le même jeu forcément à Naples. Du tout. Mais il est à sa place là pour l'instant. Moi, je considère que oui, mais pour moi, il n'y a pas de titulaire indiscutable entre Doué, Barcola et Gvara. Pour moi, le vrai titulaire, c'est Dembélé, sûr, et les autres, je dirais, je suis pas Enrique, mais de sa présence et de son position, de la forme du moment, ils sont interchangeables. C'est ce que veut Enrique. On cherche à l'installer. Par contre, il y a quelques semaines, au moment de son arrivée, sur le positionnement de Gvara préférentiel. Bien sûr. Et c'est certainement pas dans l'axe. Non, pour moi, non. Après, Enrique avait répondu de manière très subtile, il jouera en tant qu'attaquant. Sauf que, évidemment, attaquant, ça ne nous donne pas forcément la position. On sait que quand on dit attaquant, c'est pas buteur, donc il peut jouer sur tout le front de l'attaque. On a bien vu quand l'équipe type est alignée, ce qui a été le cas contre Monaco, que c'est déjà Dembélé dans l'axe et Gvara sur le côté gauche. Le meilleur poste de Gvara, c'est à gauche. Là, Dembélé, hier, est remplacé. Donc, on dit, bon, on va faire jouer Gvara. OK, il va passer à gauche, etc. Enfin, il va passer dans l'axe, pardon. Mais en vérité, Gvara, je trouve que l'intégration que lui donne Enrique dans cette équipe est bonne. On le précipite pas trop, on le met petit à petit, on lui laisse le temps de démarrer. Contre Monaco, voilà, il a été très bon. Son but, pour moi, il est magnifique et il montre déjà beaucoup d'aisance technique et beaucoup de confiance, surtout pour aller réaliser un geste comme celui-ci dans la surface face à des défenseurs comme ceux de Monaco qui sont quand même de très bons défenseurs parmi les meilleurs de ce championnat. Gvara va monter petit à petit en gamme. On va
va pas le juger non plus sur un match d'entre-deux de Ligue des Champions. Voilà, il est en train de faire ses gammes, il est en train, comme tu l'as très bien dit Alexis, de s'habituer à son collectif. Et je pense qu'on va commencer vraiment à pouvoir le juger sur les grosses échéances qui vont arriver, notamment déjà la semaine prochaine. Je crois que c'est contre Lyon la semaine prochaine. Sacha, puis Alexis. Juste pour rebondir sur ce que disait Mika, c'est surtout qu'il arrive aussi peut-être pas au bon moment, parce que Dembélé est en train de briller depuis ce début d'année. Barcola, bon certes, il y a un peu... va beaucoup mieux. Un petit coup de mou, mais il va mieux. Et Désiré Doué est en train de se révéler. On l'a vu techniquement aussi, il est incroyable. Il tente même des contrôles à la Neymar. Donc il arrive peut-être aussi à ce moment-là où les trois d'attaque sont en train de briller et il faut qu'il trouve sa place. Et Luis Enrique arrive. Ils sont montés en puissance quand Kvara est arrivé aussi. Hein. Peut-être que la concurrence finalement a joué, bien sûr. Et encore, il n'est pas au top, au top de son niveau. Mais juste l'annonce de son arrivée déjà a fait quelque chose dans les têtes des Parisiens. Ce qui est fort aussi, c'est qu'avec tout ça, c'est un joueur qui a acheté 70 millions, qui pour l'instant, entre guillemets, par rapport à ce qu'il montre en Ligue 1, on peut être un peu déçu, même si le but contre ce que je veux dire, c'est que les journalistes aujourd'hui, ils l'attaquent pas. Combien d'autres joueurs auraient été attaqués tout de suite? Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est à 70 millions. Les mecs, ils ont attendu tout de suite. Il y a un papier dans l'équipe aujourd'hui. En fait, je pense qu'on l'attaque pas parce que. Et d'ailleurs. C'est tout le contexte. Même si moi, j'aurais trouvé ça scandaleux qu'on l'attaque maintenant comme pour n'importe quel autre joueur. Mais bon, t'as bien raison sur le fait de dire qu'en France, ils font tout ça et d'ailleurs de manière totalement injuste. Mais pour le coup, le PSG gagne aussi pour l'instant. Donc en général, quand les journalistes se mettent surtout on va dire sur les cotes d'un joueur entre guillemets, c'est quand les résultats vont mal. Ce qui va compter, c'est la Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Champions. Aussi, bien sûr. Et encore, je pense pas qu'on reprochera au PSG de Luis Enrique de se faire sortir par le Barça ou par Liverpool. Voilà. Alors avant de parler de ces deux matchs, ces matchs éventuels, le match de Brest pour vous, le match retour de mercredi est une formalité? Oui. Alexis ne veut pas assumer cette pour position. beaucoup, mais il va falloir le jouer. C'est au parc. C'est une formalité. Après, c'est la Ligue des Champions, donc je pense qu'Enrique va avoir un discours quand même de dire il faut faire mal. Donc je pense que le PSG va jouer à fond. Et d'ailleurs, le fait qu'ils mettent les 4 sur le banc contre Toulouse, c'est aussi pour montrer qu'ils veulent jouer à fond. Et donc, il y a des messages à faire passer. Mais je trouve que c'est pas le genre de match qui sont toujours... Bon, il y a 3-0, donc il y a quand même de la marge, puis c'est Brest. Mais c'est pas toujours évident à aborder les matchs. Parce qu'en fait, le 8e va arriver très vite. Avec ce format actuel, je crois que le 8e c'est dans 2 semaines. Le 8e va arriver très vite. Tu vas jouer Lyon aussi la semaine prochaine. Je crois que c'est Lyon. Donc pareil, ça va arriver très vite. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce match-là, alors oui, il paraît comme une formalité sur le papier par rapport à l'opposition. On est tous d'accord pour le dire. Mais malgré tout, il y a des messages à envoyer. Moi, je discutais avec quelqu'un hier. Il me disait, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain-là, on a l'impression aujourd'hui qu'il fait un peu comme pouvait faire le Barça et le Real. On arrive, on colle un score, on repart, on a fait notre travail. Et c'est peut-être une mentalité qui est différente de ce qu'on avait vu à l'époque. Et le PSG doit montrer ça. Les joueurs, ils meurent pour la Ligue des Champions, même si tu as gagné 3-0. Même au niveau individuel, va stater en Ligue des Champions, va améliorer tes stats, va faire des choses en Ligue des Champions. Ça, c'est intéressant. Et surtout, va faire peur à l'Europe. Même si on va dire jouer contre Brest, c'est pas faire peur à l'Europe. C'est un message aussi qui est envoyé aux autres. Mais si tu claques 3-0 et que tu arrives sur un autre match et que tu mets encore 4-0, ça montre que tu respectes tous tes adversaires et comment tu arrives à être fort quand même. J'aurais bien aimé les voir contre le City qui était amputé. Oui, même s'ils ont déjà joué contre City, c'était pas dans le même contexte. On est bien d'accord. En cas de victoire et de qualification mercredi entre Liverpool et Barcelone pour Paris. Affronter Paris. Liverpool, parce que je pense que Barcelone c'est devenu le classico, donc ça remet un peu les compteurs à zéro parce qu'ils vont vouloir se tirer la bourre et surtout se venger par rapport au sourire de Dembélé et tous ces trucs là, les messages aussi qu'il y avait eu des CM avec les ballons devant la Tour Eiffel, les ballons crevés, donc ça peut être aussi une belle affiche pour ça, pour l'extra sportif. Mais Liverpool, je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, peut-être celle qui est le plus armée pour gagner la Ligue des Champions, et si Paris arrive à éliminer Liverpool, c'est du tout droit pour eux parce qu'ils auront éliminé pour moi la meilleure équipe. Alexis et Mickaël. Moi, je suis aussi plus Liverpool parce qu'on a beaucoup vu PSG Barcelone et que donc ça m'intéresse plus de les voir aussi contre Liverpool. Je trouve ça plus intéressant, même si évidemment sur le papier on pense que c'est plus dur parce que Barcelone fait des matchs extraordinaires, mais il y a aussi des ratés, des moments d'absence, on va dire, ce qu'il n'y a pas Liverpool. Donc quelque part, de l'extérieur comme ça, en regardant les performances des deux équipes, on va dire que le Barça sera entre guillemets plus jouable que Liverpool, même si plus jouable. Où est-ce que Liverpool a l'avantage sur l'équipe parisienne? Dans quel poste et quel secteur de jeu? Non, c'est juste que Liverpool est une équipe très très complète cette saison, vraiment, qui laisse très très peu de place à son adversaire et surtout qui arrive à piquer sur chaque occasion. À chaque fois, ça fait mal. Et donc c'est l'efficacité surtout. C'est l'efficacité et il y a quelque chose finalement au niveau de l'attaque de Liverpool
qui est en train d'ailleurs de faire un petit peu le PSG sur ce début d'année 2025, c'est la permutation des attaquants qui fait extrêmement mal devant. À l'image du Paris Saint-Germain, Liverpool joue également sans numéro 9, parce que le vrai numéro 9 de cette équipe, Darwin Núñez, est sur le banc depuis un moment. Donc on est très souvent dans un système un peu hybride avec Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, et ça permute énormément avec surtout pour moi aujourd'hui, ce qui a fait leur différence, c'est ce milieu de terrain. On a vraiment 4 milieux de terrain dans cette équipe, 3 qui jouent, mais 4 de très très haut niveau, avec Szoboszlai, avec McAllister, avec Gravenberch qui a un niveau incroyable, et avec le petit Curtis Jones qui est un enfant de la maison et qui est énorme. Ça permute dans tous les sens. Quand tu regardes des matchs de Liverpool, ça va à une vitesse et c'est assez impressionnant. Et surtout quand on sait que Paris aime bien avoir le ballon. Alors, ils l'auront peut-être contre Liverpool, mais il faudra être très à l'affût quand Liverpool l'a, parce qu'entre le moment où ils la récupèrent et le moment où ils sont capables de le mettre devant ce ballon-là, ça va très très vite, ça se fait en une fraction de seconde, c'est une équipe capable d'accélérer très vite. C'est là le point fort de Liverpool pour moi. Alexis et Sacha pour la conclusion. Je dirais aussi que, en fait, je trouve que c'est deux équipes qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est-à-dire que si je prends les défauts, c'est deux équipes qui ont tous les deux des latéraux offensifs, mais avec des lacunes défensives. Oui. Des deux côtés, un axe fort avec un Konaté que je trouve que j'adore et que j'aimerais bien qu'il vienne à Paris, mais pas de show de l'autre côté qui est aussi très impressionnant. Un vieux briscard à côté, Marquinhos et Van Dijk, alors peut-être avantage à Van Dijk par rapport à l'historique. Le tandem Konaté-Van Dijk est quand même un peu plus voilà, puissant. Un peu plus expérimenté, voilà. Plus confirmé. Mais ceci dit, c'est quand même deux forces des deux côtés, et puis des attaquants des deux côtés qui permutent, qui vont vite, qui sont très forts. Donc moi, je trouverais ça vraiment plus intéressant. C'est une très belle opposition, ça c'est une évidence. Mais attention au FC Barcelone aussi, parce que ça sur cette début d'année 2025, ça fait très mal. Avant le quiz, un petit mot sur l'autre choc, enfin en vérité le vrai choc de ce 8e de finale retour. Mercredi, Real Madrid-Manchester City, ça sera à suivre sur Canal+, alors que l'autre match PSG-Brest sera à suivre sur Canal+, foot. Victoire à l'aller des joueurs d'Ancelotti. Qu'attendez-vous du retour, Sacha? Pour moi, c'est des matchs qui sont très durs à pronostiquer. Manchester City pensait gagner jusqu'à la dernière seconde. Le Real, ça reste le Real en Ligue des Champions. C'est leur compétition. À chaque fois, on donne des gagnants. Là, on parlait de Liverpool tout à l'heure. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. Mais en fait, à chaque fois, on oublie le Real, même s'ils sont un peu moins cette saison. Là. Ils restent toujours là. Ils jouent à domicile cette fois. Ils jouent à domicile, avantage quand même. Certes, mais je pense que Guardiola va pas abandonner comme ça. Surtout que Guardiola est largué en première ligue, donc il faut vraiment qu'il se rattrape sur cette Ligue des Champions. Il a montré très peu de belles choses depuis ce début de compétition sur ce nouveau format. Je pense que ça va être un match assez disputé et attention, le Real va pas forcément gagner ce match. Alexis, un pronostic et Mickaël, rapidement. Moi, je pensais que City allait gagner le match aller. Ils n'ont pas gagné, c'est des erreurs individuelles. Et je pense que les erreurs individuelles, ça dit beaucoup de l'état mental des joueurs. Et donc j'ai peur qu'avec une semaine d'écart, l'état mental de la défense ne soit pas suffisamment fort pour tenir le choc. Même si le week-end s'est bien passé pour les joueurs de City. On va en parler. Il s'est bien passé parce qu'en fait d'ailleurs, et ça sera intéressant de voir la compo de Guardiola, mais en fait il a mis sur le banc ses vieux briscards. C'est ce que j'allais dire. Silva et De Bruyne, ce que j'allais dire. Ça manque... il manque quelque chose en ce moment en tout cas, et donc à voir ce qu'il fait. Je pense que City a quand même un effectif pour faire mal au Real, qui a quand même pas mal de lacunes. Donc selon l'équipe de Guardiola va mettre, ça sera intéressant. Mickaël, on va lancer le quiz et tu reviendras juste après pour nous débriefer, parce que le réalisateur Benjamin attend ce quiz avec impatience. C'est parti, c'est l'heure du rétro quiz. Pas de souci. Direction l'année 2020. Le Real Madrid affronte Manchester City en 8e de finale. Retour là aussi de Ligue des Champions. Messieurs, donnez-moi la compo des deux équipes en démarrant par le Real Madrid. On doit donner un joueur chacun. Sacha, pour le premier tour de piste. C'est le Real Covid. C'est le match Covid où City élimine le Real. Benzema, le premier point pour Sacha. Courtois. Alexis, Courtois. Alexis, Mickaël. Eden Hazard, est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Non, il joue pas le match. Non, je pensais pas que tu allais me dire ça. Titulaire indiscutable. Ah oui, mais bon. Alors, je me suis dit jouer déjà. Modric. Deuxième point. Alexis. Kroos. Toni Kroos, je le vois pas, Toni Kroos. Non, il est pas là. Il doit être blessé. Vinicius. Premier point, pardon, pour Mickaël. C'est ouvert à partir de maintenant. Vous pouvez enchaîner. Carvajal, oui, point pour Alexis. Sergio ça fait 2 partout. Ramos. Sergio Ramos. Ça fait 2 partout. Kamavinga, Kamavinga, non. Raphaël Varane. Mickaël, 3e point. Alexis. J'en ai un aussi. Si tu veux. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Sacha, Mickaël. Tu peux y aller. Casemiro, ça fait 4 pour Mickaël. Là, on a cité combien de joueurs du Real? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il est là 3 titulaires et 3 remplaçants. Tu peux y aller. Vous pouvez y aller, c'est ouvert. Est-ce qu'il est encore là, tonton Gareth Bale?
il est remplaçant, il entre en jeu, ça fait le point. Lucas Vasquez Oui. également, remplaçant, il entre en jeu, ça fait donc 3 pour Sacha, On peut 5 reprendre. pour Michael. Ouais, tu peux enchaîner. Isco. Isco, titulaire. Asensio? Asensio. Il rentre pas Non. Non. Ça aurait pu. Qu'est-ce Alexis. qui nous manque, Steve? Ah, Il nous manque milieu de terrain, latéral. j'en ai un. Nacho. Nacho, non. Il nous manque un Ouais, remplaçant. Marcelo. bien sûr. Non. Bah, Ferland Mendy déjà. Voilà, alors. Ouais, Ferland voilà, Mendy. déjà, ouais, il est arrivé il y a Ça longtemps. fait 6 Un pour milieu Mickaël. de terrain qui manque? Ouais. Parce qu'évidemment, t'avais le Brahim tandem. Diaz. Non. il Non. est pas- En fait, t'avais Kroos, Modric, Casemiro, mais t'avais les remplaçants à l'époque. T'avais pas Kovacic? Ceballos, déjà? Non. Un joueur offensif. Ah non, l'offensif c'était Odegaard, mais il a pas joué beaucoup. Ah, T'as- Isco? Non, Isco on l'a dit. Ouais. Donc après, James? Non, Non, Jesus. Il reste 2 joueurs. Il reste un titulaire. Je vérifie, hein, il nous reste un titulaire. pas normal Et- que je trouve pas sur ma Ouais, télé comme ça. ouais. Et un remplaçant entre un jeu. Donc c'est un milieu offensif et un. Ouais, c'est 2 joueurs offensifs. Ah, mais c'est des offensifs, des Sur ailiers le quoi. front de l'attaque ou plutôt au milieu. Ah, je peux pas dire. Rodrigo, c'est trop tôt. Non, Non, c'est trop tôt. 2020. Ouais, Hein. c'est pour ça. Il y avait déjà Vinicius, mais il n'y avait pas Rodrigo, c'est ça qu'il y avait. Est-ce qu'il rentre en jeu? Ronaldo est là, non encore Non. Non. Est-ce qu'il y a. Non, en vous l'avez trouvé, c'est 2018, quand même un- Luka Jovic. C'est un liste. Bien joué, Ah, bien joué. qui rentre. Remplaçant. Ouais, bravo. Et le dernier? Et le Là, c'est dernier. milieu offensif. C'est le Ouais, milieu milieu de offensif. terrain. Bon, un joueur qui est, j'allais dire, un historique du Real. Modric, je l'ai dit. Hein. Ouais, tu l'as dit. Enfin, ça a été dit, je sais pas si c'est toi. Ah, mais c'est ouais. 10 minutes. Comment on l'a pas celui-là? C'est honteux. Alors, il y a Kroos, Modric, Casemiro. Parce que nous, on est habitué aux 3. Ouais. Après, évidemment, il y avait Isco Alarcón, comme tu l'as dit, qui est incroyable. Mais après, C'est en espagnol Val. Valverde, déjà, comment. Déjà là. En fait, tu m'as planté un peu sur le fait que tu m'as dit offensif. Non, je pensais pas Jovic. Il a Val. joué ailier aussi, Valverde. Ouais, il a joué partout. Allez, City. Ouais, c'est cheat. Allez. Ah, City, Un ben, tour de 2020, est-ce qu'il y avait Agüero? Agüero. Non, je crois qu'il part au Barça. Non. Non. Ouais. Il y a Non. De Bruyne. J'ai l'impression qu'il m'en manque en plus. Il y a Ouais, De Bruyne. j'ai pas tout le monde. De Bruyne, oui. Il y a De Bruyne, il y a Jesus. Alors, De Bruyne pour Je Alexis. crois qu'il marque Jesus en plus. Là, c'est encore un tour chacun. Là, vous pouvez. Il y a Jesus, Gabriel Mais Jesus. j'ai l'impression qu'il m'en manque ZRM, il m'en manque un. Bon, peut-être qu'il y avait Jesus dessus, je sais pas. peut-être que Il ça manque fait- un attaquant, je Bah, pense. Silva alors. il est là. Silva, c'est non. Pardon, c'est pas là David, non, il parlait. Ruben David. Diaz. Ruben Dias, c'est non. Ederson alors. Ederson, c'est oui. Stones. Alexis, ça fait 4 Walker. 4, Stones. Walker, c'est bon. Attendez. Walker, c'est bon pour Sacha. Sacha. Stones, moi j'ai dit. Stones, non. On avait Sterling encore, non? On avait Sterling, ouais, qui est remplaçant Bien en sûr. jeu pour Y a pas de Mickaël. Michaelis Mickaël, ça fait 5, 8, 9 points pour lui. Bernardo Silva. Bernardo Silva. J'ai dit Silva déjà. Il a dit Silva. Mais c'est non. David alors. De Michelis, il est là ou pas encore Non. Ben Menji. Bien joué. Bravo. Benjamin Mendy, il était obligé. Bah oui. Sacha, ça fait 6. Kovacic. Kovacic, non. Oh, c'est pas Kovacic. Non, on a souvent tendance à oublier. Il y a Rodri déjà. Voilà. Ouais. 2020 déjà. Bah oui. Il arrive tôt, Rodri. Alors, qui d'autre? Donc, Donc Mendy, on a dit. Autre défenseur. Qui aurait Là, pu on a dit les latéraux. Donc il qui nous aurait manque pu les jouer en centraux. équipe de France. à la porte. La Puerta. Ouais, D'accord. la porte. Il nous manque l'ailier droit normalement. Il vous manque. Déjà, ouais. C'est au milieu de terrain, Il il manque- manque. Et il manque le buteur puisqu'il n'y a pas Jesus, c'est ça? Non, Ah, mais peut-être Résus, il m'en peut-être. manque un. Il vous manque un des grands buteurs de l'époque, alors qui n'était pas qui était pas avant-centre, hein, mais qui était un des joueurs les plus décisifs de l'équipe. De City? Très beau joueur. Jesus Foden, Navas. il joue ou pas, Foden Jesus Navas. Je ne sais pas, c'est peut-être le joueur qui me manque. Foden est là ou pas Foden non Foden, non. Ah, Jesus Navas, c'est peut-être le joueur qui manque, c'est Ouais, ça? je pense. Il en Mais manque un attaque. Non, mais Jesus Navas jouait latéral aussi. Commencer à jouer. Non, Jesus Un Navas c'était joueur bien avant. francophone. Un joueur francophone. Francophone? Il a Ah, mais c'est tout, il a Marez! tout, ouais. Voilà. C'est Marez! Bah Ah, oui, Marez, comment on a on dit oublié pas Marez? Marez. C'est Incroyable. honteux. Putain, je fais tout, Un Argentin. Je vous aide. Un Argentin? Zabaleta? Non. Au milieu de terrain? En défense. Otamendi. Bien joué. Bravo. Ah oui, bien sûr. À partir de maintenant, les points comptent double. C'est quoi? C'est les remplaçants? Est-ce que tu peux faire un rappel des points? Alors, 5, 8, 11 pour Michael, 7 pour Sacha et 4 pour Alexis. 4, Donc les points doubles vont être bons pour nous là. Ouais.
Quel poste il nous manque? Alors il manque un milieu de terrain. Ouais. Milieu de terrain et un Fernandinho. Fernandinho, il est remplaçant. Ça fait donc 2 pour Sacha. Il reste 2 joueurs. Qui rentre en jeu? Non, titulaire. Donc là, normalement, il manque un offensif. Ouais, il manque 2 joueurs offensifs. Ah. Un milieu et un attaquant. De Bruyne? Non, on l'a déjà dit. Donc ce qu'on savait pas pour Jesus, Gabriel Jesus, qui pour moi est là parce que je pense qu'il marque. Je pense qu'il est là. Dans ce match-là. Donc en fait, t'avais Gabriel Jesus. Ah, il y a. Pardon, on me dit que Benjamin la réalisation me dit qu'il était là. Ouais, Gabriel Jesus. Alors tu peux me rajouter un point. Si tu veux, je te rajoute un point. Allez, ça fait un point, pas 2. Voilà, il en reste un milieu de terrain qui est resté longtemps à City avant de quitter le club pour l'Espagne. Gundogan. Ah oui, bien joué. Et le dernier. Et le dernier, un attaquant qui a quitté le club pour rester en Angleterre. J'ai dit Sterling. Ah, l'eau est renversée. J'ai dit Sterling. Il y a un verre d'eau qui est. Non. Pour rester en Angleterre. Ah. Tu l'as peut-être dit, hein, mais. Non, moi j'avais dit Sterling tout à l'heure. Ouais, non, il y en a un autre. Non, c'est pas maintenant. Palmer, c'était trop jeune. Je crois qu'on l'a dit en fait. Non, attendez. Gabriel, on l'a dit tout à l'heure, Gabriel Jesus, non? Oui, on a dit, c'est bon. Bah là, on l'avait déjà dit en fait. Non, c'est tout. Ah, alors c'était bon alors. Ouais, c'était bon, il m'en manque un, je sais pas lequel. Bon, en tout cas, victoire pour. Je suis perturbé par l'eau qui est renversée sur la table. Excuse-moi, c'est de ma faute. Je renonce à ma victoire. Victoire de Mickaël, on enchaîne avec l'OM.